Oui, on continue cette matinale avec un dernier invité qui nous fait le plaisir de participer à cette émission spéciale pour parler de ce monument qui vient de nous quitter, que la France a perdu, le menhir Jean-Marie Le Pen. On remercie évidemment François Costantini, Bruno Gollnisch et là Guillaume de Thieulois. Je vous invite fortement à lire les mémoires de Jean-Marie Le Pen si vous ne les avez pas lus. En plus, un éditeur qui dit clairement, je vous conseille plutôt le premier tome, le deuxième, je ne l'ai pas trop apprécié. C'est quand même un angle plutôt honnête, mais c'est important de connaître l'histoire, que ce soit pour ceux qui ont subi la propagande ou bien même les jeunes générations comme moi, eh bien, qui n'ont pas vécu dans cette période historique et qui ne possèdent pas ces informations pour savoir quelle était la réalité du personnage qui est Jean-Marie Le Pen. Et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir prendre le relais sur cette dernière intervention afin de rétablir la vérité et aussi avoir un témoignage personnel sur le personnage qui était Jean-Marie Le Pen, ainsi que sa vision pour la France, sa vision politique et géopolitique. Donc j'ai nommé Laurent Arthur Duplessis, l'homme connecté avec la nouvelle technologie. Bonjour Laurent, Bonjour Raphaël. comment allez-vous? Eh bien, ça va bien. Et vous-même? Je vous souhaite une bonne année. Ben de même, je vous souhaite une très belle année 2025. Donc, malgré la perte de Jean-Marie Le Pen, je reste convaincu que ces symboles, bien qu'ils puissent être, on va dire qu'ils peuvent affecter, je pense, le moral et provoquer beaucoup de nostalgie pour, de nombreux Français qui aiment, eh bien, le pays, notre pays. Je pense que c'est, une année qui va être symbolique, en pleine accélération, avec, des opportunités. On observe un grand mouvement de l'histoire, on l'a vu déjà avec les États-Unis, encore hier, on peut le dire, le Canada, on voit l'Allemagne, l'Europe, le monde est en train de changer, on se pose la question pour la France. Et je pense que le décès de Jean-Marie Le Pen et les vives réactions, c'est-à-dire de personnes qui sont attristées ou qui s'en réjouissent, eh bien, marquent la fracture et les deux tendances qui peuvent se dessiner pour le futur de la France. Première question, Laurent Arthur Duplessis, peut-être nous dire si vous avez connu Jean-Marie Le Pen, si vous étiez pendant votre parcours politique ou en tout cas d'analyste politique et géopolitique. Est-ce que vous étiez un fervent soutien de Jean-Marie Le Pen? Est-ce que vous l'avez connu et comment eh bien, recevez-vous cette nouvelle de son décès? Bien, son décès marque effectivement la disparition d'un grand homme et je dirais sorti d'un moule ancien et ancien au sens tout à fait positif du terme. J'avais eu l'occasion d'échanger avec lui sur des questions d'histoire et de philosophie politique lors d'une réception à Montretout en 2008, où je lui avais apporté à l'occasion mon livre La Troisième Guerre mondiale a commencé, paru en 2002 et puis réédité plusieurs fois. Et il m'avait entraîné sur un canapé pour discuter justement de philosophie politique et d'histoire. Et en effet, Jean-Marie Le Pen est un intellectuel de grande envergure. Il faut savoir que il avait été un très très bon élève, notamment du collège Saint-François-Xavier de Vannes, qui est un collège de jésuites. Et le jeune Jean-Marie Le Pen était un très bon latiniste. Et puis alors, il excellait en français, et alors sa maîtrise de la langue française, comme l'a dit Guillaume de Thiolois tout à l'heure, était absolument remarquable. Là-dessus, il était dans la veine d'un De Gaulle ou d'un Mitterrand, qui eux aussi maniaient très très bien la langue française. Et comme eux, Jean-Marie Le Pen était le produit de la culture des humanités. La culture des humanités, c'est celle qui enseignait l'histoire, la philo, le, et je dirais la langue française aussi dans sa pureté, et puis alors le latin et le grec souvent. Et Le Pen, lui, avait fait du latin et il était très très bon latiniste. D'ailleurs, il était capable de réciter des textes latins en entier. Et c'était parce qu'il avait en plus une mémoire phénoménale en plus. Et alors, ce produit de la culture des humanités était passionné surtout d'histoire. Et justement, sur le canapé à Montretout, nous avons parlé d'histoire et de philosophie politique. Il était extrêmement intéressé par ma thèse sur le retour de la guerre
à une époque, il faut bien dire, où régnait complètement l'œuvre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et Le dernier homme. Francis Fukuyama, comme on le sait, disait qu'on s'acheminait donc inexorablement vers une gouvernance mondiale et une sorte de paix mondiale éternelle, ponctuée d'opérations de police locale pour quelques désordres mineurs. Et tout ça grâce à une prospérité économique liée à la démocratie libérale et à l'essor économique qu'elle permet. Et justement, Le Pen n'y croyait pas du tout, lui aussi, à cette prophétie de Fukuyama. Et il avait une vision de l'avenir de l'humanité qui était trempée dans la conscience du tragique de l'histoire. Et j'ai vu qu'il me parlait notamment de grands auteurs comme Oswald Spengler, qui a écrit Le déclin de l'Occident, et aussi Arnold Toynbee, un Anglais, celui-là. Spengler était un Allemand, Toynbee un Anglais, qui est mort en 1975, très âgé, et qui avait écrit une étude de l'histoire, a study of story, et en 12 tomes. C'est vraiment une œuvre monumentale, hein. Et Le Pen, qui était très, très cultivé, qui avait non seulement la connaissance des auteurs dits réactionnaires de son époque, Brasillac, Léon Daudet, etc., qui étaient de très grands prosateurs, hein, Trio La Rochelle, etc., avait aussi une connaissance de grands auteurs de la philosophie politique, comme Toynbee ou Spengler. Il avait en réalité une connaissance de l'histoire extrêmement vaste et étendue, qui n'était limitée ni dans le temps ni dans l'espace. Il était notamment très féru d'histoire gréco-latine et il connaissait tout sur l'Empire romain. Et puis, il avait aussi de très très bonnes connaissances sur le Moyen Âge. Et puis, effectivement, il s'intéressait aussi à des contrées comme la Russie, par exemple. Et Mmh. donc, il était passionnant de discuter avec lui parce qu'on avait l'impression de parler à quelqu'un qui avait un très, très gros bagage historique et qui avait également un brio incontestable dans la conversation parce qu'il avait un sens de la formule, il avait un sens de l'expression orale et puis écrite aussi, on l'a vu avec les livres qu'il a fait avec Guillaume de Thellois, mais effectivement un brio qui faisait de lui un interlocuteur de tout premier plan. Et je dois dire que c'était vraiment passionnant. Alors en plus, il faut dire qu'il était d'une courtoisie, d'une délicatesse dont les gens n'ont pas trop idée, parce qu'effectivement, on connaît l'homme public avec le caractère nécessairement véhément, voire brutal, du tribun de la plèbe, pourrait-on dire, le tribun du peuple. Mais effectivement, l'homme privé, dans une discussion de salon, était complètement différent. Il était tout en nuances, tout en tact et tout en subtilité et tout en courtoisie. Et effectivement, il y avait en quelque sorte deux Jean-Marie Le Pen. Il y avait effectivement l'homme des tribunes et l'homme des débats publics. Et c'est cette véhémence et cette vigueur, si je peux dire,
qui ont fait son succès, en l'occurrence, hein. Et en même temps, ça n'oblitérait pas du tout l'homme privé, avec tout le tact et la délicatesse qu'il pouvait avoir, et tout le sens de la nuance aussi qu'il pouvait déployer dans la conversation. Donc ça a été une expérience extrêmement intéressante pour moi de découvrir ce Le Pen-là. Je l'avais croisé dans mes années Figaro Magazine, mais d'une manière plus convenue, dans des interviews corsetées, tandis que là, c'était véritablement à l'abri des micros, des caméras, etc. C'était les épanchements confidentiels d'un intellectuel français d'ancienne souche, pourrait-on dire, qui livrait sa vision de l'histoire, sa philosophie de l'histoire, et justement marqué par le sens du tragique, c'est-à-dire que c'est une vision de l'histoire qui n'est pas du tout effectivement celle de Fukuyama, qui est le happy end à l'américaine. C'est une vision de l'histoire profondément européenne et, euh, et je dirais française, marquée par le sens des tragédies, des limites, des drames qui jalonnent l'histoire de l'humanité, et en même temps de la nécessité qu'il y a d'y faire face avec courage, lucidité et audace. Et je dirais que là, il exprimait un esprit bien français. Le Pen, c'était à la fois la lucidité et le panache. Et je dirais que Le Pen, il avait justement quelque chose de bien français qui, d'une certaine manière, en faisait un cousin de De Gaulle. Alors ça l'aurait effectivement un peu étonné que je dise ça, puisqu'il avait gardé vis-à-vis de De Gaulle une certaine rancune à cause de l'Algérie, la question algérienne, etc. Mais enfin, et puis il s'est en quelque sorte construit beaucoup face à De Gaulle, en l'occurrence en opposition à De Gaulle. Néanmoins, tous les deux sortaient du même moule en réalité. Comme je disais tout à l'heure, ils étaient pétris de de culture des humanités. De Gaulle, lui aussi, était un passionné d'histoire, comme Le Pen. De Gaulle, lui aussi, maniait la langue française avec une maestria extraordinaire, comme Le Pen. Et De Gaulle aussi avait une vision de l'histoire marquée par le tragique, comme Le Pen. Et puis aussi, De Gaulle se souciait de l'avenir et de l'identité du peuple français et de la souveraineté de la France, comme Le Pen également. Il ne faut pas oublier qu'en 1957, Le Pen, euh, le jeune député Le Pen, avait voté contre le traité de Rome en 1957, le traité de Rome qui a fondé l'Union européenne. Et il était dès cette époque-là aux avant-postes pour tirer la sonnette d'alarme euh, contre les dangers qui menaçaient la souveraineté française via l'intégration dans l'Union européenne. Et le menhir, comme on l'a surnommé, ce granit breton, a toujours été aux avant-postes pour défendre cette souveraineté française. Et son décès marque peut-être, je dirais, la disparition d'un des grands dinosaures, au sens positif, de la vie politique française, d'un des géants de la vie politique française. Et il faut souhaiter maintenant que la relève soit prise. Et, bon, sa fille est aux manettes, elle fait les choses avec vaillance, elle a des succès considérables sur le plan électoral, et je dirais que sa stratégie sur le plan électoral semble tout à fait payante. Alors maintenant,
et de grands périls se présentent, il va falloir y faire face. Et ces périls sont à la fois internes et externes. Il va falloir donc à nouveau trouver dans les tréfonds de l'âme française les ressources, les forces morales, intellectuelles et spirituelles pour surmonter les épreuves qui arrivent. Pour Marine, ça va être effectivement, si elle arrive à l'Élysée dans un an peut-être, je dirais, une mise à l'épreuve terrible, parce que prendre la direction de la France au moment où les grandes crises arrivent, ce ne sera pas une sinécure, et nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Et je dirais, nous ne pouvons que souhaiter que les mannes de son père se tiennent à ses côtés pour la guider dans ces grandes tourmentes qui arrivent. Mais on ne peut que saluer, avec le décès de Jean-Marie Le Pen, la disparition d'un personnage hors norme qui sort du peuple. Et son père était un marin-pêcheur breton, mort en 1942 en ramenant dans ses filets une mine allemande qui a explosé, qui a coulé le bateau, et il est mort dans ce naufrage. Jean-Marie Le Pen, du coup, a été pupille de la nation. Il a été pris en charge par l'État et il a grandi sur cette terre bretonne, à la Trinité-sur-Mer. Et puis ensuite, il est arrivé à Paris pour faire ses études de droit et il est devenu patron de la Corpo, le syndicat étudiant de droit. Et puis, il s'est lancé très rapidement dans la politique, devenant le plus jeune député de France à l'époque. C'est sa petite fille Marion qui ensuite a ravi le titre en devenant à 22 ans la plus jeune députée de France, les deux sexes confondus. Et Le Pen a toute sa vie été en quelque sorte au contact avec le peuple et l'expression du peuple français face à des élites qui l'ont répudié, qui l'ont battu froid, qui l'ont méprisé et qui l'ont longtemps sous-estimé. Et c'est pour ça que lorsqu'il émerge au second tour en 2002, à ce moment-là, la surprise est extraordinairement forte. Et là, on voit le résultat de tout son parcours électoral et de tout son gymkhana politique pour constamment exprimer les volontés du peuple face à une oligarchie méprisante. Et notamment, on voit bien comment ces thèmes sur l'immigration et sur l'identité nationale sont maintenant de plus en plus repris par la classe politique dans sa presque entièreté. Il a fait figure aujourd'hui de prophète. Il est en quelque sorte maintenant, on peut dire, à titre posthume, la figure tutélaire de la vie politique française, dans le sens justement que ces thèmes identitaires, souverainistes et ayant trait à l'immigration sont effectivement, pour beaucoup, repris par une bonne partie des partis politiques français. Il a eu raison avant tout le monde, il a eu le courage de dire les choses ouvertement avant tout le monde, et du coup, évidemment, il était l'homme que l'on aimait détester, il était présenté par les médias du système comme un monstre, il était donc diabolisé.
le fait que Marine ait souhaité dédiaboliser le Rassemblement national découlait évidemment de ça et de ce qu'elle-même avait vécu dans son enfance et son adolescence. Porter le nom de Le Pen, c'était pas facile pour les enfants, pour Marine et pour ses sœurs, c'était pas facile. Et elle a vécu l'épisode de l'explosion dans l'appartement familial, dont tout le monde, fort heureusement, est sorti indemne, mais enfin, ce n'est pas rien. Et il se trouve que sa dédiabolisation est payante sur le plan électoral. Cette dédiabolisation, néanmoins, n'oblitère pas les fondamentaux du Rassemblement national. Les fondamentaux, c'est la souveraineté nationale et la maîtrise de l'immigration. Et lorsque Marine a passé 3 jours à Mayotte, juste avant le décès de son père, en fait, qu'elle a appris dans l'avion par l'AFP, parce qu'elle avait coupé son téléphone à Mayotte, eh bien, à Mayotte, elle a reçu un accueil prodigieux, chaleureux, de la part de la population qui euh, lui a fait un plébiscite électoral présidentiel et aux législatives parce que cette population dite de couleur approuve les prises de position du Rassemblement national concernant la maîtrise de l'immigration. Et Marine Le Pen a montré qu'il n'était pas question de racisme de sa part et de la part du Rassemblement national, où figurent des élus dits de couleur. Elle a montré que le clivage n'était pas racial, mais que le clivage était d'un autre ordre. Les citoyens de Mayotte souhaitent conserver une certaine viabilité économique à l'île et s'inquiètent de ce que des flots migratoires incontrôlés fassent couler l'île, son économie, son harmonie sociale, etc. On sait qu'à Mayotte, la délinquance est débordante. On sait que l'insécurité est vraiment effrayante. Tout cela parce que justement, il y a des flux migratoires clandestins incontrôlés. Et cette population citoyenne française de Mayotte donne d'excellents scores au Rassemblement national parce que le Rassemblement national prône la régulation de l'immigration. On voit bien là le message du Rassemblement national, c'est un message d'union nationale qui transcende les races et les religions. Et c'est un message donc parfaitement républicain. Le Rassemblement national est un parti républicain. Le périple de Marine à Mayotte a été donc extrêmement probant. Elle y a vécu un grand triomphe et bien sûr, ce grand triomphe s'est clos par le drame de la mort de son père qui l'a beaucoup affecté. Quand on perd son père, évidemment, le chagrin est immense. Et je dirais que le passage de flambeau est en quelque sorte accompli. Le périple de Mayotte a été au fond la consécration et la symbolisation du passage de flambeau entre le père et la fille. Il faut dire que les rapports entre les deux se sont beaucoup radoucis ces derniers temps. Après la phase je dirais, de fâcherie, bien sûr, parce que
Jean-Marie Le Pen avait été écarté du Rassemblement national par sa fille, etc. Il y a eu ensuite des retrouvailles entre le père et la fille. Et Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, a acclamé les résultats électoraux successifs de sa fille et, au fond, a, si je puis dire, d'une certaine manière ainsi, entériné la stratégie électorale de sa fille. Au fond, il a compris les habiletés qu'elle avait déployées dans son parcours de patronne du Rassemblement national. En tout cas, Alors le là, fait, Laurent Arthur Bessi, excusez-moi de vous couper parce que c'était un très très bon rappel sur la personne qui était Jean-Marie Le Pen. Mais là, je suis obligé de vous poser une question sur l'avenir, non pas du Front National, mais ce qui est devenu le Rassemblement National. Vous parlez d'un passage de flambeau, mais ce passage de flambeau a été déjà vivement critiqué et ça a été à l'origine, vous l'avez rappelé, de grands conflits internes, d'une oui, scission et d'une scission qui a été considérée même comme un meurtre du père de la part de Marine Le Pen lorsqu'elle a écarté Jean-Marie Le Pen du parti. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un passage de flambeau? Est-ce que c'est un flambeau qui pourrait rayonner pour le Rassemblement national dans l'esprit du père et sur la ligne qui était, que dessinait, que suivait Jean-Marie Le Pen? Ou alors on peut peut-être s'inquiéter, parce il y a de nombreuses remarques ou critiques qui sont purement objectives et légitimes, on va dire, sur ce changement de parti, de ce que peut réaliser aujourd'hui Marine Le Pen au sein du Rassemblement national. Est-ce qu'on peut assister potentiellement à un changement au sein du Rassemblement national qui pourrait remettre sur la ligne de ce qu'était le Front National? Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, est-ce que ce décès peut avoir un impact précis sur le futur du Rassemblement national? alors, effectivement, la question que vous soulevez, Raphaël, est tout à fait pertinente. Et quand quand Jean-Marie a désigné, pourrait-on dire, fait élire sa fille pour lui succéder, Roger Olindre, que au Figaro Magazine, enfin, et ailleurs, nous surnommions affectueusement Popeye, et qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui était un vieux compagnon de Jean-Marie Le Pen. Roger Olindre avait rassemblé ses affaires dans les bureaux du Rassemblement national pour s'en aller. Et Jean-Marie Le Pen débarque dans son bureau, le voit faire, et lui dit: mais qu'est-ce que tu fais, Popeye? Il dit: ben, je m'en vais. Je m'en vais parce que Marine n'a pas les mêmes idées que nous. Alors effectivement, il y a eu cette crise au sein du Rassemblement national. Et puis, effectivement, Marine ne partage pas certaines idées qu'avait son père, c'est vrai. Néanmoins, je crois que il y a une question qui s'impose dans cette problématique-là. Pour gagner les élections, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il convient à un moment donné de raboter certaines aspérités idéologiques de manière à accrocher un plus grand nombre d'électeurs dans l'optique de gagner l'Élysée? On ne peut pas gagner l'Élysée si on ne verse pas dans des compromis idéologiques pour élargir son champ électoral. Alors, en ce sens-là, Marine a eu raison. La question ensuite, c'est de savoir si, une fois au pouvoir, il faut à ce moment-là dévoiler ses canons et faire sans barguiner ce qu'on a à faire, ou alors faut-il continuer à faire des concessions qui seraient nuisibles
au redressement national. Je prends l'exemple de Poutine. Personne ne l'a vu arriver, Poutine. Il faisait peur à personne, donc il avait été choisi par Helsinki et par quelques oligarques russes pour devenir le chef de l'État russe à la suite de Helsinki, car ces oligarques russes pensaient qu'ils l'avaient dans la manche, ils le contrôlaient. Et effectivement, Poutine est arrivé à la tête de la Russie dans un climat de confiance des oligarques envers sa personne. Et c'est une fois installé au pouvoir qu'il a dévoilé ses canons et qu'il a mis en œuvre ce qu'il souhaitait mettre en œuvre. Alors, est-ce que Marine fera la même chose? Ou bien est-ce que, si elle accède au pouvoir, est-ce qu'elle continuera à biaiser exagérément et à aller de renoncement en renoncement? C'est toute la question. La question est ouverte. Bah, alors c'est Euh, toute la question qui est ouverte, surtout que nous avons quand même de nombreux éléments, sur, les actions, passées du Rassemblement national, c'est-à-dire de nombreuses réformes, compromissions, qui malheureusement n'ont pas fait cesser les attaques. Il y a eu un phénomène, une tentative de dédiabolisation, mais qui amène, constamment de la part de la caste politique et médiatique, un mépris, de l'arrogance, des attaques, continues. Même si on voit une hausse, sur le plan, des élections, on voit bien, qu'ils n'arrivent pas à franchir une certaine ligne pour prendre le pouvoir. On a vu le résultat des élections législatives avec cet arc républicain qui apparaît à chaque fois comme par magie pour défendre cette institution parasitaire et qui ne représente en aucun cas la volonté du peuple. Et on a aussi constamment à la fois bon, ces alliances, mais aussi, je pense, peut-être une erreur de stratégie, parce qu'on le sait que pour les élections présidentielles, c'est ce qu'on appelle le sparring partner parfait. Une fois qu'il y a le comparatif avec l'image du Rassemblement national, et on le voit avec la mort de Jean-Marie Le Pen et les vives réactions de la part de la gauche et du bloc républicain, qui reste quand même vivement critique de la personne qui était Jean-Marie Le Pen, on sait que Marine, à chaque fois, se retrouverait face à une certaine limite. Et là, donc, moi, la question qui se pose, surtout avec les analyses que vous développez aussi, Laurent Arthur Duplessis, c'est il semblerait plutôt qu'on puisse espérer, on espère que le Rassemblement national décide de suivre le grand mouvement de l'histoire, c'est-à-dire, en tout cas en Occident, c'est-à-dire une position, je dirais pas populiste, mais une position souverainiste, radicale, agressive, assumée, qui répondrait à la volonté du peuple face à la crise que traverse la France, qui est quand même colossale. C'est-à-dire que même si on a plein d'éléments d'espoir pour la souveraineté des nations au sein de l'Occident, on voit que la France reste quand même un pays dans une situation critique avec très peu de marge de manœuvre. On espérerait plus que Marine Le Pen arrête ses compromissions et puisse s'inspirer plutôt des mouvements que l'on peut voir aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, et ce qui semble être d'ailleurs une réaction en chaîne. oui, alors, effectivement, qu'en serait-il si elle avait maintenu intégralement la ligne de son père? Est-ce que elle aurait eu les mêmes résultats électoraux? Euh, Effectivement, on peut voir ça sous cet angle-là. C'est très très difficile hein, euh, de déterminer si les succès électoraux avaient été au rendez-vous à ce moment-là, puisque on voit tout de même que le nombre de voix du Rassemblement national sous le règne de Marine Le Pen, ce nombre de voix a été multiplié par plus de deux, plus que deux en fait. Et donc il y a eu une croissance électorale phénoménale, force est de le constater. Alors on peut effectivement dire que cette croissance électorale est au prix du sacrifice de la substance idéologique du Rassemblement national. C'est vrai dans une certaine mesure, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cet électoralisme, il est
aussi, ces succès électoraux sont aussi le résultat de certaines compromissions. Alors, aux États-Unis, le phénomène a été différent avec Trump. Mais les États-Unis sont dans un contexte différent. La stratégie de Trump aux États-Unis, qui a été brutale et sans concession, a été extrêmement payante parce que les États-Unis sont véritablement divisés en deux, avec une couche de populaire et de classe moyenne qui est de plus en plus en révolte contre ces élites sociologiques et politiques. En France, le schéma est moins net, est moins binaire. Et effectivement, euh, il a fallu ruser un peu plus. Et d'autre part, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Trump a bénéficié de l'essor des réseaux sociaux et d'Internet et des réseaux sociaux, de l'appui d'Elon Musk avec Twitter, qui a été extrêmement décisif, tandis qu'en France, le système médiatique est encore hyper verrouillé par les médias du système et Internet et les réseaux sociaux n'ont pas encore pris toute l'ampleur qu'ils ont aux États-Unis, qu'ils auront bientôt en France. Les contextes sont assez différents et effectivement, il a fallu jouer avec ces différences. Alors effectivement, Trump a consacré le succès de l'absence de concession idéologique. Marine Le Pen a pris effectivement une stratégie plus axée sur la compromission, quoique on sent quand même maintenant qu'elle commence à nouveau à s'orienter vers un peu plus d'intransigeance idéologique à la faveur de l'évolution du contexte et de ses succès électoraux et puis de l'effet Trump, effectivement. Alors, je crois que l'important, c'est d'arriver à l'Élysée. Et une fois à l'Élysée, après, on verra le maçon au pied du mur. Une fois à l'Élysée, on verra ce qu'elle fait. Et est-ce que à ce moment-là, elle œuvre au redressement national ou pas? Si on prend la question, par exemple, de la sortie de l'Union européenne, bon, le Rassemblement national a évacué ce thème de la sortie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a énormément d'électeurs qui ont peur de ce thème, cette idée. Je suis, moi, pour la sortie de l'Union européenne et la sortie du commandement intégré de l'OTAN au minimum, sinon de l'OTAN, etc. Beaucoup de souverainistes sont sur cette position-là, mais il est vrai que le fait pour Marine Le Pen de prôner officiellement la sortie de l'Union européenne lui en soustrairait des centaines de milliers d'électeurs. Il y a énormément de gens pour qui c'est un totem de rester dans l'Union européenne. Ils ont tort, ils se trompent, mais ils n'ont pas encore la maturité politique pour comprendre qu'il faut sortir de l'Union européenne. Et vous voyez, donc, et il faut le voyer aussi. C'est comme quand on fait de la voile et qu'on remonte le vent, vous voyez, on tire des bords. Et alors, elle tire des bords. Alors, on va me dire, elle tire des bords, mais en réalité, elle n'a plus les convictions de son père. Alors là, ça, c'est le point d'interrogation. Est-ce qu'elle n'a plus les convictions de son père? À ce moment-là, effectivement, vous avez raison, c'est la catastrophe. Ou bien est-ce qu'elle masque ses propres convictions? Et est-ce que Popeye avait raison, Roger Olindre? Voilà.
C'est la question. Il faut voir aussi autre Merci chose. Laurent Arthur Duplessis. Alors, le temps passe très très vite, Laurent Arthur Duplessis. Il va nous rester 5 minutes et je dois vous poser donc la dernière question liée à cette thématique, cette émission spéciale autour de Jean-Marie Le Pen. Vous avez dressé un portrait qui me semble très important pour montrer le symbole qu'était Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire il représentait une certaine identité de la France, mais aussi en termes politiques. C'était un homme politique particulier de l'ancien temps. Moi, ce que je peux considérer comme un homme déjà plutôt intégral, qui ne sortait pas simplement d'une école politicienne. On le voit dans son parcours, un pupille de la nation, ensuite engagé dans l'armée, un parcours politique où il a créé à partir de rien, où il a dû affronter de nombreux débats, de nombreuses diabolisations, mais aussi un homme de lettres. Et c'est d'ailleurs, moi, ce que je trouve admiratif chez le personnage qui était Jean-Marie Le Pen, outre sa joie de vivre jusqu'au bout, c'est sa santé cognitive, parce qu'il faut quand même le dire, c'est-à-dire sa culture littéraire lui a permis de garder une vivacité d'esprit jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, c'est ce que je peux espérer pour tout le monde, y compris nos ennemis, pour pouvoir toujours avoir des ennemis honorables. Hein. Ça, c'est quand même une leçon à retenir. Donc, la dernière question, et il va nous rester vraiment 5 minutes pour y répondre, Laurent Arthur Duplessis. Avec cette personnalité, ce personnage qui était Jean-Marie Le Pen, sur le plan donc à la fois de son parcours personnel, mais aussi de son idéologie, du combat qu'il menait, mais également, c'est-à-dire de ce qui le constituait pour le développement de ses caractéristiques, de ses traits personnels. Est-ce que aujourd'hui, selon vous, il y a une personnalité qui serait un successeur, en fait, un héritier de Jean-Marie Le Pen? Je ne parle pas au nom du parti politique, c'est-à-dire de Marine Le Pen, parce qu'on vient de dire qu'il y avait quand même des différences importantes. Mais est-ce que, selon vous, il y aurait un nouveau Jean-Marie Le Pen qui pourrait continuer son combat, que ce soit dans le camp des souverainistes ou autre? Ça, c'est quand même une grande question, à mon avis, à laquelle il faudrait répondre, parce que ça peut déterminer la personnalité politique qui pourrait suivre ce grand mouvement de l'histoire que l'on observe en Occident. Alors, vous savez que lorsque la succession de Jean-Marie à la tête du parti s'est posée, il y avait en fait deux candidats, il y avait Marine et puis il y avait Bruno Gollnisch. Alors Bruno Gollnisch est effectivement une personnalité hors du commun, ayant également une grande intelligence et une grande culture et beaucoup de caractère. Alors effectivement, Jean-Marie avait choisi la logique dynastique, il avait choisi sa fille. D'où le départ de gens comme Roger Olindre et d'autres qui étaient mécontents de ce choix. Pour répondre à votre question, Raphaël, effectivement, je dirais que Bruno Gollnisch, qui a bon, évidemment pris de l'âge, etc., et qui avait eu des petits soucis de santé, mais pourrait être aussi le successeur de Jean-Marie. Il postule pas actuellement pour le poste, si je peux dire. Il a d'ailleurs, il soutient Marine du mieux qu'il peut. Mais enfin, c'est vrai qu'il a toutes les qualités intellectuelles, morales et les convictions, etc., pour diriger éventuellement le Rassemblement national. Et d'ailleurs, c'était un des fidèles compagnons de route de Jean-Marie. Hein. Il a toujours été d'une solidité totale à ses côtés, hein, Bruno Gollnisch. C'est un brillant universitaire, spécialiste de droit japonais, japonisant, et il parle parfaitement le japonais. Il est marié à une japonaise, d'ailleurs, une femme d'origine japonaise. Et il a donc toutes les ouvertures d'esprit dont on peut rêver. Et en même temps, c'est vraiment un grand patriote français, solide comme un roc, extrêmement compétent. Et je le verrais bien, c'est vrai, hein, à la tête du Rassemblement national, si sa santé le lui permet encore. Mmh. Merci beaucoup, Laurent Arthur Duplessis. On atteint la limite pour cette émission spéciale, cette matinale spéciale autour de la mort de Jean-Marie Le Pen. Une dernière phrase peut-être de conclusion qui vous permet soit un commentaire personnel sur la mort de Jean-Marie Le Pen, ou voilà, un message de conclusion sur ce que peut représenter ou ce qu'il faudrait attendre suite au décès de Jean-Marie Le Pen.
Eh bien, moi, je trouve que l'existence même de Jean-Marie Le Pen témoigne des ressources extraordinaires du peuple français, qui est capable de produire des grands hommes, et je pense qu'il n'a pas fini d'en produire, des grands hommes ou des grandes femmes, hein, et je crois que l'avenir agité qui nous attend sera fertile en production de personnalités de haut niveau. Bien, merci beaucoup. Un bon message d'espoir finalement, Laurent Arthur Duplessis, parce que Oui, n'oublions pas, l'histoire invoque ces avatars et nous force à devenir acteurs. Et là, je pense qu'on est dans la fameuse période historique dont rêvait Jean-Marie Le Pen, qui a été beaucoup trop en avance sur son temps. Il n'y avait pas les conditions matérielles objectives, je pense, pour atteindre les objectifs et ses ambitions, mais au moins il aura fortement aidé à ce combat-là, parce qu'il aura inspiré de nombreuses générations. De nombreuses graines ont été plantées. Il va falloir voir toutes ces graines éclore et je suis certain que l'on verra de nombreux personnages politiques apparaître, autres que ceux que l'on a actuellement. Voilà, merci oui. beaucoup Laurent Arthur Duplessis. On vous retrouve, si je ne me trompe pas, vendredi avec Nicolas Stoker sur GPTV à 19h sur l'émission Plateau. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. Merci encore de vous être rendu disponible pour cette matinale. Et on va se retrouver avec Nicolas Stoker pour conclure cette matinale. Merci encore, Laurent Arthur Duplessis, et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.